Le café est froid dans ta tasse. Une pellicule huileuse stagne à la surface, reflet exact de l'ambiance qui sature cette cuisine. La lumière blafarde du plafonnier accentue les cernes sous tes yeux, chaque battement de ton cœur résonne comme un tambour de guerre dans le silence sépulcral de la pièce. Chaque fissure sur le carrelage blanc semble être une faille dans ton propre système de défense, un rappel silencieux de l'érosion lente que tu subis. En face de toi, le silence n'est pas une absence de bruit, c'est une arme de destruction massive, une entité physique qui occupe tout l'espace, dévorant l'oxygène. Il s'étire, pesant, chargé d'une électricité statique qui fait dresser les poils sur tes bras et picoter ta nuque. Tu observes cette mâchoire contractée, ce regard d'acier qui te traverse sans te voir, ou plutôt qui te voit comme un objet défectueux, une pièce d'équipement obsolète qu'on s'apprête à jeter à la décharge. Tu as encore essayé, il y a 10 minutes, d'expliquer ta peine, d'utiliser des mots simples, des ponts fragiles, jetés au-dessus d'un gouffre de malentendus. Tu as parlé de tes besoins, de cette solitude à deux, qui te ronge les os, cette sensation d'être un fantôme dans ta propre maison. En retour, tu n'as reçu qu'une fin de non-recevoir glaciale, un haussement d'épaule si méprisant qu'il a le poids d'une condamnation à mort sociale. C'est à cet instant précis, alors que le tic-tac de l'horloge murale semble marteler tes tempes avec la régularité d'un métronome démoniaque, que la certitude s'installe froide et tranchante. Ce n'est pas une dispute, ce n'est pas une crise passagère que le temps épongera. C'est un siège, une guerre d'usure où ton âme est la forteresse assiégée. Et pour briser ce siège, il ne faut plus parler, il ne faut plus pleurer, il ne faut plus quémander une once d'humanité, là où il n'y a que du vide. Il faut agir avec la précision d'un horloger, la froideur d'un stratège. Le prédateur qui partage ta vie, ton lit ou ton espace professionnel, ne fonctionne pas avec la logique du cœur, cette grammaire des sentiments que tu maîtrises si bien. Pour comprendre comment lui signifier que son règne de terreur s'achève, il faut d'abord disséquer sa structure intime, retirer le vernis social pour voir les engrenages rouillés. Imagine un enfant de 5 ans, colérique et terrifié par sa propre insignifiance, enfermé dans une armure d'adulte sophistiqué. Ce n'est pas une métaphore poétique pour excuser ses actes, c'est une réalité neurologique brutale. Son développement émotionnel s'est arrêté net dans la petite enfance, figé dans une glace ancienne suite à un traumatisme ou un vide originel, laissant place à un trou noir que seule ta soumission totale peut tenter de combler sans jamais y parvenir. Cette personne est organiquement incapable de réguler son propre chaos intérieur. Elle vit dans un ouragan permanent de honte et de rage, un cyclone qui aspire tout sur son passage. Elle a besoin de toi comme d'un thermostat émotionnel, d'un paratonnerre pour ses propres foudres. Quand elle explose, ce n'est pas contre toi, c'est pour que tu absorbes le choc de sa propre haine de soi. Elle projette sur toi ses propres laideurs pour pouvoir s'en croire libérée. Quand elle s'effondre dans un mélodrame larmoyant, c'est pour que tu serves de béquille, de réservoir d'énergie vitale, de pile alcaline humaine. Mais attention, cette béquille doit rester invisible, silencieuse, et surtout, elle ne doit jamais avoir de besoin propre. Tu es l'extension de son ego, une main, un pied, un miroir, mais jamais un être humain à part entière. Si tu commences à exister par toi-même, tu deviens une menace, une rébellion d'organes qu'il faut mater par la douleur ou l'intimidation. L'empathie, pour cet être, est un concept abstrait, une langue étrangère apprise par cœur dans les manuels de manipulation pour mieux s'intégrer parmi les humains. Il possède ce qu'on appelle l'empathie cognitive, une compétence technique presque chirurgicale. Il sait lire la douleur sur ton visage comme un ingénieur,
lit un code d'erreur sur une machine complexe. Il observe la dilatation de tes pupilles, le tremblement imperceptible de tes lèvres, le changement de ton de ta voix. Il voit tes larmes couler et, loin de ressentir une quelconque compassion, il analyse cela comme le moment opportun pour ajuster sa pression, pour injecter une dose de culpabilité ou une promesse fallacieuse afin d'obtenir ce qu'il veut. C'est un scanner thermique qui cherche les zones de chaleur émotionnelle pour mieux les refroidir. Mais l'empathie affective, celle qui fait vibrer les cordes de ton propre cœur, quand l'autre souffre, est totalement absente de son câblage synaptique. Lui demander de comprendre ton mal-être, de se mettre à ta place le temps d'une seconde, c'est demander à un aveugle de naissance de décrire la nuance exacte d'un coucher de soleil sur la mer Égée, ou à un sourd d'expliquer la structure d'une fugue de Bach. C'est une perte d'énergie monumentale qui te vide la moelle et te laisse exsangue, tandis que lui se nourrit de ta confusion et de tes efforts désespérés pour être entendu. Le moment où tout bascule, le point de rupture où la victime devient le maître du jeu, c'est quand tu cesses d'être une source d'approvisionnement pour devenir un mur de granit, lisse et impénétrable. Le narcissique ne comprend que le rapport de force, la domination et la soumission. Tes explications, tes justifications, tes « je t'aime, mais tu me fais mal » sont pour lui des aveux de faiblesse, des fissures béantes dans lesquelles il s'engouffre avec délectation pour distiller son venin. Pour lui montrer que le jeu est terminé, il faut passer de la parole vaine à l'acte chirurgical, précis, froid, définitif. Il faut couper les câbles qui le relient à ta substance vitale. Cela commence par une déconnexion émotionnelle totale, un désengagement de chaque fibre de ton être. Imagine une scène concrète, un classique du genre. Il exige encore une fois l'accès total à tes comptes, où il vient de dépenser l'argent destiné au loyer ou aux factures dans une futilité coûteuse juste pour affirmer son pouvoir, pour te montrer que les règles ne s'appliquent pas à lui. Il le fait avec cette arrogance tranquille, ce sourire en coin qui dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Jusqu'ici, tu as crié, tu as tenté de lui faire voir la réalité comptable, tu as pleuré devant les découvertes bancaires. Tu as essayé de lui montrer les chiffres, de lui parler d'avenir, de sécurité. Cette fois, le scénario change radicalement. Tu ne dis rien. Tu ne fais aucune remarque sur le nouvel achat inutile qui trône sur la table, comme un trophée de ta défaite. Tu te lèves avec une sérénité qui va le déstabiliser plus que n'importe quelle insulte. Tu prends tes clés, ton sac, et tu sors. Tu marches jusqu'à la banque, sentant le vent sur ton visage, chaque pas étant une déclaration d'indépendance. Tu ouvres un compte personnel secret, tu révoques toutes les procurations, tu fermes le compte joint s'il le faut. Tu signes les papiers avec une main ferme, sentant le poids du stylo comme celui d'une épée. Tu coupes les vivres, physiquement et symboliquement. Quand il rentrera et qu'il s'apercevra que la carte ne fonctionne plus, la fureur sera biblique, cosmique. Il hurlera à la trahison, il jouera la victime abandonnée, le petit garçon trahi par sa mère, le partenaire poignardé dans le dos. Il utilisera des mots comme loyauté et confiance, ces mots qu'il a lui-même vidés de leur sens. C'est là que tu dois tenir, le dos droit, le regard fixe, sans cligner des yeux. Son cri n'est pas celui d'un partenaire blessé par un manque d'amour, c'est le hurlement de rage d'un tyran qui voit sa colonie faire sécession. En fermant ce compte, tu n'as pas seulement protégé ton argent, tu as brisé le cordon ombilical de sa domination matérielle. Tu lui as signifié, sans un seul mot, que tu n'es plus sa propriété. Je marque une pause ici, car je sens ton souffle court et tes mains qui tremblent peut-être en lisant ces lignes. Ce que nous construisons ici, mot après mot, paragraphe après paragraphe, c'est un sanctuaire, une zone de haute sécurité,
pour ceux qui ont oublié leur propre nom, à force de murmurer celui de leur bourreau pour ne pas l'irriter. Mon travail, cette quête de vérité brute que je partage avec toi, ne peut s'épanouir et porter ses fruits que si nous sommes nombreux à porter ce flambeau dans les couloirs sombres de la manipulation. Nous approchons doucement du seuil symbolique des 1000 compagnons de route, 1000 âmes qui ont décidé, un matin de pluie ou un soir de désespoir, de ne plus jamais baisser les yeux. Chaque personne qui rejoint ce cercle, chaque partage, chaque commentaire est une balise supplémentaire dans la nuit. Ton soutien, ta présence attentive ici, c'est le carburant qui permet à cette analyse de continuer à disséquer l'ombre, à mettre des mots sur l'innommable. C'est ensemble, pierre par pierre, avec la patience des bâtisseurs de cathédrales, que nous bâtissons cette forteresse de conscience. Ton engagement est le ciment de notre liberté commune. Chaque like, chaque partage est un signal envoyé à l'algorithme, mais surtout un signal envoyé à ceux qui souffrent encore en silence. Vous n'êtes pas seul. Reprenons l'anatomie de ta libération. La limite sociale est un autre terrain de chasse privilégié pour le prédateur. Il t'humilie en public, utilise le sarcasme comme une lame de rasoir lors d'un dîner entre amis ou en famille. Il lance ses petites phrases assassines, déguisées en humour, que seul toi peux décoder. Il s'appuie sur la pression sociale, sachant que tu n'oseras pas faire de scène. Il dit « Oh, vous savez, elle et la ponctualité, c'est une grande histoire d'amour avec le chaos. » Ou il essaye d'être sérieux, c'est mignon, non? On dirait un enfant qui joue au docteur. Les gens autour rient, gênés ou complices, ne voyant pas le sang qui coule sous ton armure. Jusqu'ici, tu encaissais le coup dans l'estomac, tu souriais jaune pour ne pas gâcher la soirée, tu essayais de sauver les meubles et l'apparence du couple parfait. Tu rentrais chez toi dévasté, et il en remettait une couche en disant que tu es trop sensible. La prochaine fois, le script change radicalement. Au premier mot de travers, à la première pique destinée à t'amoindrir ou à te ridiculiser devant les autres, tu te lèves. Tu ne fais pas d'esclandre, tu ne cries pas, tu ne cherches pas à te justifier ou à répondre par une autre insulte. Tu ne lui donnes pas le spectacle qu'il attend pour te faire passer pour la personne instable. Tu dis simplement à l'hôte, avec une politesse glaciale, « Je vous prie de m'excuser, je dois partir maintenant. Merci pour l'invitation. » Tu prends ton manteau, ton sac, et tu sors seul. Ce départ silencieux, en plein milieu du plat principal, est une déflagration nucléaire dans son monde de paraître. Tu lui enlèves son public et sa cible en un seul mouvement fluide. L'humiliation change de camp instantanément, non pas par esprit de vengeance, mais par le simple fait que tu refuses catégoriquement d'être le complice de ta propre dégradation. En quittant la table, tu reprends ton trône. Tu laisses derrière toi un vide qu'il ne pourra pas combler avec ses mensonges habituels. Le secret est désormais ta meilleure arme, ton bouclier invisible. Un narcissique qui sent le vent tourner, qui perçoit que sa proie lui échappe, devient un prédateur acculé, et donc extrêmement dangereux. Son flair pour la rébellion est aiguisé par des années de contrôle. Il va alterner, avec une rapidité déconcertante, entre le love-bombing, le bombardement affectif et la terreur pure. Un matin, il sera l'amant parfait, t'apportant le petit déjeuner au lit, te promettant la lune, des voyages, des changements radicaux et des lendemains qui chantent. Il pleurera peut-être, jurant qu'il a enfin compris, qu'il va entamer une thérapie, qu'il est perdu sans toi. C'est un appât. Le soir même, si tu ne cèdes pas, il passera à une escalade de la violence psychologique, du chantage au suicide ou de la menace de ruine, pour te briser avant que tu n'aies la force de franchir la porte définitivement. Ton plan de sortie doit être traité comme une opération de renseignement de haut vol,
digne des services secrets. Tu dois mener une double vie pendant quelques semaines. Tes documents importants, tes passeports, les preuves de ses agissements, les enregistrements, s'il y en a, les relevés bancaires, les titres de propriété, tout doit être mis en sécurité à l'extérieur. Ne laisse rien au hasard. Utilise un sac de sport que tu laisses chez une amie ou un coffre à la banque. Tu dois pratiquer l'acceptation radicale. Il ne changera jamais. L'espoir est ici ton pire ennemi. C'est la chaîne qui te retient au mur de la cellule. Chaque fois que tu te dis peut-être que, tu resserres le nœud coulant. Le deuil de la relation que tu espérais. Le deuil de l'image de l'homme ou de la femme dont tu es tombé amoureux doit se faire maintenant, dans le secret de ton cœur, pendant que tu es encore là, physiquement, pour que le jour où tu franchis le seuil, tu sois déjà loin, très loin dans ta tête. Tu dois devenir une ombre dans ta propre maison, une présence spectrale qui prépare son évasion. Quand il rentrera, un soir, dans une maison vide, où il ne restera que le silence et l'écho de ses propres cris passés, ou quand il recevra par huissier la notification d'une procédure juridique que tu as lancée, sans l'en avertir au préalable, le choc sera total. C'est l'effondrement du faux soi, cette construction fragile de grandeur. Sa première réaction ne sera pas la tristesse, mais une rage narcissique pure. Il va essayer de détourner la réalité, de réécrire l'histoire pour te faire passer pour la personne instable, la folle, le traître, le monstre qui abandonne tout. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de retour ou le hoovering, l'effet aspirateur. Il utilisera tous les canaux possibles. Il t'enverra des messages larmoyants, invoquant vos souvenirs les plus chers, les moments où tout était parfait, ou des menaces voilées sur ta réputation et ta carrière. Il pourrait même utiliser des alliés de circonstance, ces singes volants, flying monkeys. Ce sont des amis communs, des collègues ou des membres de la famille qu'il a manipulés avec brio, leur racontant une version déformée de la réalité où il est le martyr. Ils viendront te voir, la bouche pleine de bons conseils empoisonnés, pour te dire à quel point il souffre, à quel point il a compris ses erreurs cette fois-ci, à quel point tu es dur. Ne les écoute pas. Ne leur ouvre pas la porte de ton intimité. Ce ne sont que les extensions télécommandées de sa volonté de contrôle, des drones émotionnels envoyés pour te ramener dans l'enclos. Chaque même la plus brève, est une opportunité pour lui de reprendre pied dans ta psyché, de planter une nouvelle graine de doute. Le no contact, zéro contact, n'est pas une punition que tu lui infliges, c'est une mesure de réanimation pour ta propre âme. C'est le cordon sanitaire nécessaire pour que ton esprit puisse enfin désenfler et cicatriser. Il y a cette notion douloureuse de la nouvelle source, ce remplaçant ou cette remplaçante qu'il exhibera peut-être avec une rapidité indécente sur les réseaux sociaux, quelques jours seulement après ton départ. Tu verras des photos d'eux, souriant dans les endroits que vous fréquentiez, avec des légendes dégoulinantes de bonheur factice. C'est une mise en scène macabre, une pièce de théâtre dont tu es encore le public visé. Il essaie de te prouver, par l'image, qu'il est heureux, que tu étais le seul et unique problème, que sa vie est une fête permanente depuis que tu n'es plus là. Il veut que tu te sentes remplaçable, jetable, insignifiante. En réalité, il ne fait que changer de batterie. Il a trouvé un nouveau réservoir d'énergie qui ne connaît pas encore ses tactiques. La nouvelle personne, qui sourit sur les photos filtrées, subira exactement le même cycle de destruction. Idéalisation fulgurante, dévaluation insidieuse, destruction finale. Elle n'est pas mieux que toi, elle est juste neuve pour lui. Ne ressens pas de jalousie, ne te compare pas, ne cherche pas à la prévenir, elle ne t'écouterait pas, elle est sous le charme du love bombing. Ressens une profonde pitié
Tu as réussi à quitter le manège infernal. Elle vient d'y monter avec un ticket gratuit pour l'enfer. Ton indifférence totale est son pire cauchemar. Si tu ne réagis pas à ses provocations, si tu ne cherches pas à savoir avec qui il est ou ce qu'il fait, tu lui enlèves son pouvoir d'exister. Sans ton regard pour refléter sa fausse grandeur, il s'évapore dans le néant de sa propre identité. L'escalade finale, ce baroudonneur du narcissique démasqué, peut être terrifiante de noirceur. C'est le moment où il réalise que le masque est tombé pour de bon. Il va tout tenter pour regagner du terrain ou pour te détruire si le retour est impossible. Fausse maladie cardiaque soudaine, menace de ruiner ta carrière en envoyant des mails anonymes, campagne de dénigrement massive auprès de ton employeur ou de tes voisins. Il peut aller jusqu'à détruire tes objets personnels les plus chers, ceux qui ont une valeur sentimentale. C'est l'instant critique où tu dois devenir une pierre grise, Grey Rock. Imagine-toi comme un galet gris au bord d'un chemin. Rien ne l'atteint, rien ne le fait réagir. Sois ennuyeux, sois neutre, réponds par des monosyllabes. D'accord, c'est ton opinion, je vois. Ne donne aucune prise émotionnelle, aucune colère, aucune larme, aucune joie. S'il t'insulte, ne réponds pas. S'il te complimente, ne souris pas. Deviens aussi intéressant qu'un mur de béton. Il finira par se lasser, car le narcissique a besoin d'une réaction, positive ou négative, pour se sentir vivant. Si tu ne lui donnes rien, il ira chercher une proie plus réactive. S'il y a des enfants au milieu de ce champ de mine, la communication doit devenir purement, strictement administrative. Utilisez une application dédiée où chaque message est enregistré et peut être produit devant un juge ou des courriels courts, factuels, dénués de tout adjectif qualificatif ou de jugement de valeur. C'est ce qu'on appelle la parentalité parallèle. Tu ne discutes plus de l'éducation, tu informes des horaires de ramassage. Tu ne négocies plus les vacances, tu appliques les décisions de justice à la minute près. Tu protèges ainsi tes enfants en leur montrant un parent stable, prévisible et inébranlable, un phare dans la tempête que leur autre parent essaie de créer. Le karma, cette force d'équilibre de l'univers, a une façon bien à lui de boucler les cycles de violence. Ce n'est pas forcément une vengeance spectaculaire, c'est souvent une lente décomposition. En reprenant ton autonomie, en cessant de nourrir le parasite, tu remets le boomerang en mouvement. Le narcissique finit toujours par se consumer dans son propre vide intérieur, car sans personne pour refléter une image grandiose de lui-même, il est confronté à sa propre nullité, à ce néant qu'il a fui toute sa vie. Il finit souvent seul, amer, entouré de gens qu'il méprise et qui le méprisent en retour. Toi, au contraire, tu commences à respirer un air que tu n'avais pas senti depuis des années, un air pur, sans le goût métallique de la peur. La solitude du début n'est pas un vide effrayant, c'est un espace de liberté vierge que tu vas meubler à ton rythme avec tes propres désirs. Tu vas redécouvrir le plaisir de manger ce que tu aimes, de choisir la couleur des rideaux, d'écouter ta musique préférée à plein volume sans qu'on te dise que c'est du bruit. Tu vas redécouvrir le plaisir de dormir en diagonale dans ton lit, de ne plus avoir à justifier chaque minute de ton temps ou chaque centime de tes dépenses. Tu vas réapprendre à te faire confiance avant de te laisser retrouver le cours de ta nouvelle vie, avant que tu ne fermes cet écran pour affronter le monde avec un regard neuf et une colonne vertébrale d'acier. Voici 4 ancres d'acier pour tes jours de tempête, 4 piliers pour reconstruire ton temple intérieur. Premièrement, pratique le retrait immédiat et systématique dès que le ton monte d'un demi-ton. Ne cherche plus jamais à avoir le dernier mot, car dans son monde distordu, le dernier mot n'est pas une conclusion logique, c'est une balle dans le cœur. Dès que l'agression verbale commence, dès que le gaslighting
La manipulation de la vérité. Pointe son nez, quitte la pièce. Si tu es au téléphone, raccroche sans prévenir. Ton silence n'est pas une bouderie, c'est une frontière physique inviolable. Tu n'es pas un ring de boxe, tu es le stade entier qui a fermé ses portes. Il n'a plus d'adversaire, donc il n'y a plus de combat. Il s'épuisera à frapper dans le vide. Deuxièmement, transforme ton téléphone et tes outils numériques en un coffre-fort inviolable. Archive chaque message, chaque menace, chaque preuve de manipulation de la réalité, chaque insulte. Capture les écrans, stocke-les sur un cloud sécurisé dont il ignore l'existence, protégé par un mot de passe complexe qu'il ne pourra jamais deviner. Mais fais-le avec la distance d'un archiviste historique qui étudie une civilisation disparue. Ne les relis jamais pour te faire du mal ou pour essayer de comprendre pourquoi il a dit ça. Garde-les uniquement comme des pièces à conviction froide pour ta propre santé mentale, pour te rappeler la réalité quand le doute t'assaille, le fameux était-ce vraiment si grave, et pour la justice si la situation l'exige. Ta mémoire peut te trahir sous le coup du trauma, mais les écrits restent comme des témoins impartiaux. Troisièmement, réapprends l'art sacré de dire non sans jamais ajouter de justification. Une justification est une faiblesse tactique, c'est une invitation ouverte à la négociation, à la contre-argumentation et à la manipulation. Quand tu justifies ton non, tu donnes à l'autre les outils pour démonter ton raisonnement. Un non est une phrase complète, dotée d'un sujet, d'un verbe et d'un point final. Si on te demande pourquoi, réponds simplement, avec un calme olympien, parce que cela ne me convient pas. Ou mieux, c'est ma décision. Répète-le comme un disque rayé, sans varier d'un iota, sans monter le ton, jusqu'à ce que l'autre s'épuise et se brise contre le mur de ton refus. Tu n'es pas devant un tribunal, tu n'as pas de compte à rendre sur tes préférences personnelles ou ton emploi du temps. Quatrièmement, réinvestis ton corps par des sensations réelles et immédiates. Le narcissique t'a maintenu pendant des mois, des années, dans ta tête, dans l'analyse perpétuelle de ses besoins, dans l'anticipation de ses crises, dans une hypervigilance cérébrale épuisante. Tu es devenu une pure fonction mentale. Casse ce cycle par la matière. Fais du sport jusqu'à sentir tes muscles brûler et ton cœur battre la chamade, marche en forêt et sens l'odeur de la terre humide. Touche l'écorce des arbres, cuisine des plats complexes uniquement pour tes propres papilles. Prends des douches froides pour te ramener à l'instant présent. Redonne à tes 5 sens la priorité absolue sur tes pensées obsédantes. C'est par le corps, et seulement par lui, que l'on sort définitivement de l'emprise psychologique. La chair ne ment pas, contrairement aux mots. Sens le poids de tes pieds sur le sol, sens l'air entrer dans tes poumons. Tu es vivant, tu es ici, et tu es libre. Quel est l'acte symbolique? Ce petit geste de rébellion silencieuse, cette micro-victoire sur l'ombre que vous avez accomplie aujourd'hui pour marquer votre territoire retrouvé. Est-ce un appel à un vieil ami qu'il vous interdisait de voir? Est-ce l'achat d'un vêtement qu'il aurait critiqué? Est-ce simplement d'avoir pris un café seul, sans regarder votre téléphone toutes les 2 minutes par peur d'un message colérique? Partagez-le ici, car votre courage, même le plus discret, est une étincelle qui peut rallumer le brasier de l'espoir pour ceux qui sont encore enfermés dans le noir. Votre témoignage est une arme, une boussole pour les égarés. Tu n'es pas le dommage collatéral d'une histoire d'amour qui a mal tourné. Tu n'es pas une victime fragile, destinée à être brisée. Tu es le survivant d'une tentative d'effacement systématique de ton âme, et tu es encore là, debout, capable de lire ces mots. Chaque matin où tu te lèves sans ressentir cette boule au ventre, sans te demander quelle version de lui ou d'elle tu vas devoir affronter au petit déjeuner, est une victoire éclatante, un triomphe de la vie sur le néant.
La cicatrice restera, elle fera partie de ton paysage intérieur, mais elle sera la preuve indélébile de ta solidité, de ta résilience, pas de ta faiblesse. Elle sera ton badge d'honneur. Pour sceller ton engagement envers toi-même aujourd'hui, pour signer cet acte d'indépendance radicale que personne, absolument personne, ne pourra plus jamais te reprendre. Valide ce message dans le sanctuaire de ton cœur et laisse une trace de ton passage dans les commentaires. C'est le premier pas pour forger ton bouclier définitif, celui qui ne laissera plus passer aucune flèche empoisonnée. Tu es désormais le seul maître de ton propre destin, le seul capitaine de ton âme. Et souviens-toi, la porte de ta cellule a toujours été déverrouillée. Il suffisait d'arrêter de pousser pour enfin tirer la poignée vers soi. La liberté ne se demande pas, elle ne se négocie pas avec le geôlier, elle se prend. Elle commence ici, maintenant, dans ce café froid que tu ne boiras pas, parce que tu mérites bien mieux qu'une boisson amère dans une cuisine hostile. Tu mérites la chaleur, la clarté et le respect. Lève-toi, redresse les épaules et marche vers ta propre lumière. Le monde t'attend, et cette fois, c'est toi qui fixes les règles. Ton voyage vers toi-même ne fait que commencer, et il sera magnifique.